et ça c'est la vraie image, sans téléobjectif. Et l'engin qu'ils veulent voir là-bas, quand vous regardez les dimensions, c'est à plus de 6-7 km. En tout cas, bon, il y a quelques terrains bien plus près, mais c'est à l'échelle du kilomètre qu'il faut faire les choses, plusieurs kilomètres. Et donc il faut sortir de cette ellipse. Et c'est là toute la difficulté du système. Ça fait 4 mois demain qu'ils sont arrivés. Si vous vous souvenez, les MERS, ils étaient donnés pour 3 mois, et au bout de moins de 3 mois, ils avaient trouvé des choses. Ça fait 4 mois qu'ils y sont, ils n'arrivent pas à trouver de grands résultats pour l'instant, ce qui est normal. Les terrains où ils sont posés ne sont pas les terrains les plus intéressants. Il faut sortir de cette ellipse pour y arriver. Il faut tenir. Ils ont quelques terrains la semaine prochaine qui vont être intéressants. Juste après les vacances de Noël, ils vont commencer à creuser un petit peu. Avec un peu de chance, ils vont tomber sur des terrains où ils vont trouver quelques argiles ou des matériaux hydratés qui auraient préservé du carbone initial. Mais bon, on n'en est pas là, mais c'est là que ça démarre. Et ce que je voulais vous dire, c'était ça essentiellement. Pourquoi est-ce que maintenant, on met à poste ce genre de système? C'est que maintenant qu'on a identifié des terrains par des minéraux particuliers qui signent le moment où sur Mars, il a pu y avoir de l'eau stable, bien sûr, ce n'est pas ça en soi qui est intéressant. C'est de savoir si dans cette phase-là, une partie du carbone, qui pour l'essentiel venait de l'espace d'ailleurs par des micrométéorites, a pu trouver des conditions où ce carbone a pu grossir, croître sous forme de macromolécules que l'on considérait être les brides du vivant. La seule possibilité pour ça, c'est d'aller sur place, récupérer ces pierres, si possible les matériaux hydratés, et puis avec des instruments spécifiques, analyser la matière organique, la matière carbonée, et aller essayer de voir jusqu'à quel niveau de complexité Mars a pu aller. Bien sûr, ça suppose de tomber déjà sur les bonnes roches, ce qui n'est pas encore le cas. Ce n'est pas exclu qu'ils y arrivent. Alors, ils ont fait des instruments tout à fait remarquables. Je vais terminer par là. Quelques images. Cet instrument SAM, dont vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière, je vais passer très vite là-dessus. C'est un instrument de grande dimension, 40 kg, qui, à partir de matériaux qui sera prélevé et mis là-dessus, sera mis dans des petits containers où le matériau va être chauffé progressivement et à chaque température, le gaz qui va sortir va être évacué et on va faire des expériences dessus. On va mesurer essentiellement les composés moléculaires qui vont être, en fonction de la température, évacués des échantillons. S'il y a eu des composés carbonés, selon le profil de relâchage en fonction de la température, on pourrait savoir quelles sont les macromolécules qu'il y a dedans. Il y a des spectros de masse qui sont capables de le voir en principe. Donc, et il y a une partie de cet instrument, tout ce qui est les gaz, le GC ici, chromatophase gazeuse, a été fait en France. Il y a un autre instrument, Kemin, qui est intéressant parce que c'est la première fois qu'on va faire à bord d'un instrument ailleurs que sur Terre, on va dire, de la diffraction électronique. Il y a de la diffraction électronique qui va être faite, un véritable canon électron qui va rentrer dans les échantillons et on fait des spectres de l'autre côté qui sont pris sur des images CCD. On renvoie ça pour avoir accès à la cristallographie à travers la diffraction. Ça n'a jamais été fait et ça va être fait pour la première fois ici. Et puis il y a un instrument qui s'appelle ChemCam qui est assez rigolo, qui est un instrument, c'est le seul qui permet à distance d'avoir accès à la composition. Au-dessus du mât, comme ça, vous avez cet instrument et on symbolise ici en rouge un faisceau laser qui peut tirer à plusieurs mètres, vaporiser les roches. Une fois qu'elles sont vaporisées, on analyse la vapeur avec un spectro UV qui est à bord, parce que la vapeur, rediffusant la lumière du soleil, va montrer des bandes d'absorption caractéristiques des éléments. Cet instrument, donc, qui a une caméra à l'intérieur, c'est un instrument qui en partie est fait en France, vu que le laser est français, la caméra qui est dedans est faite dans notre labo, il y a une contribution à tout ça. Et donc, il y a des résultats qui sont attendus, je ne vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'il est un peu tard. Quelle est l'étape suivante? Nous, on avait un autre site, pour vous dire, qui est là, mais peu importe, où on vous montre ici qu'à quelque échelle qu'on était, sans avoir besoin de sortir de l'ellipse, on pouvait se poser sur des terrains qui ont à nouveau enregistré l'évolution de la planète au cours. C'est là qu'il faut aller. Eh bien, nous, on pense qu'on va y aller un jour, et on espère que ce sera avec une mission européenne, et non pas américaine. Cette mission, elle s'appelle ExoMars. Il se trouve que l'Europe a démarré l'exploration martienne avec cette petite mission Mars Express qui est toujours en orbite, une toute petite mission qui coûtait 10 fois moins cher que toutes les missions étrangères qui ont été sur Mars. Et elle est très puissante quelque part au niveau des instruments qui sont à bord. Il y a une chose qui est remarquable, et vous l'avez vu en particulier par le fait que même actuellement sur MSL, les instruments les plus puissants ont une contribution même française, sans dire européenne. Il se trouve que pour des raisons un peu historiques, en France, on n'a jamais développé de grands systèmes, et en Europe non plus, mais de très bons instruments, parce qu'on était en coopération entre autres avec l'URSS, et on a appris, on a des laboratoires sachant faire de très bons instruments. Donc au niveau d'instrumentation, on est très capable de faire des mesures importantes. Et l'idée, c'est que l'Europe, maintenant, devrait aussi apprendre à aller se poser et faire des analyses au sol. Et l'instrumentation qui irait dessus serait au moins aussi capable que les instruments qui seraient faits par d'autres que nous. Il faut bien sûr qu'au niveau système, on apprenne. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que l'Europe n'a jamais appris à se poser sur Mars.
La seule fois, elle a essayé de se poser avec un petit engin Eagle 2 sur Mars Express, elle a loupé. Et poser un engin de cette taille-là, 200-300 kg, les Américains savent le faire, c'est les seuls à avoir démontré qu'ils savent faire ça. Pendant longtemps, on a pensé de pouvoir travailler avec eux, et ils étaient même censés nous poser à la surface en 2018. Ils ont décidé de nous lâcher et d'aller seuls, puisqu'ils ont décidé la semaine dernière d'aller seuls sur Mars en 2020 pour refaire la même chose qu'ils font actuellement, pour préparer un retour d'échantillons martiens. Donc nous, on se bat pour que l'Europe continue son programme qui s'appelle ExoMars, sans les Américains, mais avec d'autres partenaires qui sont actuellement essentiellement russes, pour essayer de poser ça. On développe déjà les instruments et on espère que l'ESA aura les moyens de faire ça. Si c'est le cas, en particulier, ce qu'on pourra faire que les autres ne font pas, on a un forage profond à 2 mètres qui permet d'aller chercher des échantillons qui ne sont pas modifiés par la surface, et on pourra travailler pour faire de la minéralogie à l'échelle microscopique pour la première fois. Bref, je vais terminer par là. Vous voyez qu'entre Vikings, où on est dans la pluralité des mondes, où on pensait d'abord que la vie existait et que d'un coup, tout le dogme s'est effondré, on a reconstitué toute une histoire du système solaire, où tout d'un coup, la diversité a pris forme dès lors qu'on a été capable de commencer, bien sûr, à comprendre la séquence des processus dont nous sommes le résultat. Je vais parler de la migration, des impacts, l'eau qui arrive. On a identifié, grâce à ça, une ère très particulière qui a peut-être existé sur autre chose que la Terre, mais dont Mars a gardé d'une manière unique la mémoire. C'est le seul objet dans le système solaire qui a cette mémoire. C'était absolument pas évident du tout avant, c'est par hasard que ça a été découvert quasiment. Et donc l'histoire repart maintenant avec cette idée que Mars a beaucoup à nous apprendre de ce qui s'est passé sur Mars, de savoir si ailleurs que sur Terre la vie a pu émerger, parce qu'on est convaincu que si ça s'est fait quelque part, Mars est de loin le meilleur candidat pour ça, parce qu'on a vu qu'il avait tous les ingrédients qui allaient bien, il avait les mêmes impacts de micrométéorites, il y avait de l'eau de la même manière. Et ça pourrait aller plus loin, parce que si on trouve quelque chose sur Mars, alors ça nous dira comment et pourquoi la vie a pu éventuellement démarrer sur Terre. Donc c'est ça que je mets ici. Il y a possibilité d'aller loin dans ce domaine-là, et on peut dire que l'exobiologie commence réellement à rentrer dans son ère scientifique, où à partir de mesures, on se fait une représentation qui débouche sur des prédictions observationnelles, et on construit aujourd'hui les instruments et les missions qui devraient, dans la dizaine ou la quinzaine d'années prochaines, répondre à cette question de savoir si l'émergence de la vie a été limitée à la Terre dans le système solaire. Et à nouveau, on pourrait comprendre pourquoi, parce que la succession des processus fait appel à des probabilités très faibles, mais peut-être que la vie est beaucoup plus robuste que ça, et même dans des conditions distinctes, parce que l'impact géant en particulier était différent sur Mars et sur la Terre. La vie aurait pu démarrer quelque part, ailleurs que sur Terre, et on pourrait à ce moment-là comprendre pourquoi ça a perduré jusqu'ici, et que ça n'a pas perduré ailleurs, parce que la divergence des chemins d'évolution est relativement facile à décalquer aujourd'hui de ce qu'on observe. Voilà, merci. Ouais, bravo et merci. Quelle densité d'informations. Bon, je suppose que vous avez des questions. Moi j'en ai une là sur le dernier point sur ExoMars. C'est validé au point de vue budgétaire par l'ESA, ExoMars? Je vais tâcher de faire une réponse courte. Ce n'est pas à l'ESA de valider. L'ESA a fait un projet de mission qui coûte plus que ce que les pays sont prêts à payer actuellement. Parce qu'il se trouve que, il faudrait être un petit peu plus long que ça, dans l'ESA, l'Agence spatiale européenne fait des programmes dits facultatifs, optionnels, où chacun met sur la table quelque chose pour un programme donné. ExoMars fait partie de cela. Et le tour de table actuellement ne correspond pas à la somme d'argent dont on a besoin pour faire ExoMars. Et donc l'ESA doit trouver le complément, et les pays n'ont pas encore eu la possibilité de le faire. Ok, j'ai une question là. Merci. Bon, évidemment, je ne suis pas du tout scientifique. Alors, ce ne sera pas une question scientifique, mais c'est ce que vous avez dit vers la fin qui m'intrigue beaucoup, que en Europe, on n'est pas capable de concevoir des systèmes, etc. Mais alors moi, je fais le lien avec peut-être la philosophie ou la politique, quoi. Finalement, je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais en Europe, il est plus possible de concevoir, enfin, c'est presque diabolisé, pratiquement, l'idée de concevoir un système, parce qu'on pense tout de suite hegelien, et puis, etc., avec tout ce que, etc. Bon. Et puis aussi le côté politique aussi. On a beaucoup de mal à se... Bon, on a constitué une Union européenne, mais bon, c'est pas tout à fait encore au point, quoi. Brièvement, d'une part, l'Agence spatiale européenne n'est pas l'Union européenne. L'Agence spatiale européenne est un organisme supranational qui a été conçu en 1973 pour faire des fusées. Il n'est pas décalcable exactement sur l'Union européenne, ça fait partie des problèmes d'ailleurs. Quand je dis qu'on n'est pas capable de faire des systèmes, ce n'est pas parce qu'on n'est pas génétiquement capable, c'est parce que
pour apprendre, il faut investir dans certains genres de choses. En Europe, on investit dans quoi? Dans les lanceurs. On est bon sur les lanceurs, dans les satellites et dans des instruments. Mais pour des systèmes, pour aller sur les objets planétaires, on n'a jamais eu de programme pour faire cela. Il suffirait d'avoir la volonté de le faire, et d'ailleurs c'est ça que l'ESA avait décidé pour ExoMars, que l'Europe acquiert le savoir-faire pour ça. Mais les investissements à mettre en place dans l'industrie aérospatiale sont actuellement plus élevés que ce que l'on y met réellement. C'est uniquement un problème de volonté politique. On a bien sûr toutes les infrastructures qui seraient capables de le faire à condition d'alimenter suffisamment. Ce n'est pas des grosses sommes, c'est jamais que des salaires dans l'industrie aérospatiale, mais actuellement, c'est les pays qui décident, et les pays n'ont pas décidé de mettre suffisamment pour faire ça. C'est ça que je dis. Alors qu'il se trouve que la NASA, pour d'autres raisons, a investi dans des systèmes planétaires. Ils avaient fait Apollo, ils ont fait les Vikings, et maintenant ils ont une ligne complète et cohérente de progrès pour aller de plus en plus loin dans l'exploration in situ des objets planétaires, Mars en particulier, qui fait que sur ce terrain-là, ils sont pas en avance sur nous. On pourrait pas forcément les rattraper, mais au moins avoir des domaines sur lesquels on serait aussi compétent. À nouveau, c'est un problème uniquement de volonté politique. Ce n'est pas des grosses sommes, c'est un problème de choix. Actuellement, il n'y a pas dans aucun des gouvernements qui nous entourent, y compris le nôtre, une volonté réelle d'investir dans la science spatiale. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de carbonate sur Mars. Bon, je sais qu'il y a des sulfates partout sur tous les sites qui ont été explorés. Mais j'avais cru comprendre que quand il y a eu la mission Phoenix, qu'on en avait enfin trouvé. C'est exact. Quand je dis il n'y a pas de grand champ de carbonate, il y a bien sûr tout un tas de minéraux qui peuvent se former dans des conditions qui ne sont pas des conditions de formation massive. Phoenix a trouvé des carbonates, des hyperchlorates, etc. Pourquoi? Parce que Phoenix est un engin qui s'est posé à haute latitude, 70 degrés de latitude nord, un engin américain qui s'est posé il y a 3-4 ans, qui a travaillé pendant 6 mois, et qui effectivement a été capable de voir que sous la surface, mais à nouveau on est à 70 degrés nord, il y a des minéraux qui sont très peu abondants, mais des minéraux très particuliers, dont effectivement des traces de carbonate. Comment est-ce qu'ils sont formés ceux-là? Par le fait qu'à haute latitude, il y a du givre qui se développe, qui se dépose l'hiver, qui au printemps se sublime, et une partie percole dans le sol. Donc le sous-sol, sur les premiers mètres au plus, pas plus que ça, a de l'eau, qui était essentiellement de l'eau gelée, mais de l'eau même gelée interagit avec les roches, si vous y laissez suffisamment de temps, il y a le temps, c'est des millions d'années, pour qu'une petite partie de la roche se transforme. Donc c'est ça qu'ils ont détecté. Probablement d'ailleurs, on n'est pas complètement sûr. Mais ça, c'est pas anormal. Mais ça ne correspond pas du tout à un piégeage massif de barres de CO2 qui se seraient mis, c'est ça que je veux dire. Donc oui, il y a des carbonates localement, comme une très grande variété de sels, etc. Mais ça ne correspond pas à un piégeage massif du CO2. S'il y avait eu un piégeage massif du CO2, l'équivalent de 3... Vous savez que sur Terre, on a plus de 300 mètres équivalents de carbonate. C'est quand même des dizaines de barres de CO2. Si on avait eu la même chose sur Mars, on les aurait vus, on ne les a pas trouvés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments particuliers et des processus particuliers qui, localement, ont fait des carbonates. C'est pour ça que j'ai dit bien, il n'y a pas de grand champ de carbonate, mais il y a bien sûr des carbonates. Une question, voilà. Dans ce que vous nous avez montré, il y a deux directions de recherche. Essentiellement, essayer de reconstituer l'histoire de Mars et par là même celle du système solaire, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui s'appliquent aussi à la Terre, etc. D'un point de vue, on peut dire, géologique ou planétologique. Et puis, il était question à plusieurs moments de l'histoire de l'apparition de la vie. Alors, pour ce deuxième point, qu'est-ce que il faudrait arriver à trouver, parce qu'on ne pense pas trouver des petits hommes verts, on ne va pas trouver une fourchette qu'ils aient laissée avant de disparaître. Donc qu'est-ce qui serait le plus probant pour indiquer qu'il y aurait vraiment eu, de façon très probable, une vie sur Mars? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver en fait? C'est évidemment une question piège, une question difficile, parce que chercher la vie quelque part, ça suppose qu'on soit déjà capable de la définir, et c'est vrai que plus on va loin dans ce domaine-là, plus on s'aperçoit que le problème majeur que l'on a, c'est la définition même de ce qu'on appelle le vivant. Donc vous posez bien sûr une question charnière. Et je suis personnellement convaincu que ce concept-là, même du vivant, est en train d'évoluer énormément, et que dans 10 ou 15 ans, si on se retrouve ici, on verra qu'on dira des choses très différentes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de piste actuellement de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on appellerait un organisme vivant? D'abord, on a de bonnes raisons de penser, mais je vais aller bien sûr vite, que
si du vivant a pu démarrer à partir des mêmes briques qui sont essentiellement des macromolécules à base de carbone, dont on peut expliquer pourquoi on pense que c'est celles-là, qui sont présentes dans le noyau cométaire, qui sont formées dans le nuage même, qui s'est effondré au démarrage et bloqué dans les comètes qui sont arrivées dans les océans après, il y a toutes les raisons de penser qu'on va trouver une structure moléculaire très semblable, c'est-à-dire sur une structure carbonée, et il y a de bonnes raisons de comprendre pourquoi le carbone est plus proche de ça. Donc une grande partie des recherches actuellement, c'est sur les formes de carbone les plus complexes possibles, qui pourraient bien sûr après être modifiées eux-mêmes, même s'il y avait du vivant, s'il y avait une bactérie à un moment donné, elle a mal vécu après, mais il y aurait des produits de décomposition. Et donc c'est ça qu'on recherche actuellement, c'est des produits, on va dire, de dégradation, le mieux préservé possible, d'objets carbonés les plus complexes possibles. Mais rien que ça, c'est compliqué, pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'il y a du carbone qui tombe en permanence sur une planète, à cause des météorites qui tombent en permanence. Et donc déjà, il faudrait faire la part entre ce carbone, un petit peu le flux moyen qui tombe, et quelque chose que Mars aurait pris à partir de ça pour aller à un stade suivant. Eh bien, il faut que vous sachiez, si vous ne savez pas encore, que même le premier aspect, c'est-à-dire trouver le carbone qui n'est pas d'ordre du vivant, mais qui est extraterrestre, qui serait tombé sur Mars, même celui-là, on ne l'a jamais trouvé. C'était une des grandes découvertes, on peut dire, de Viking. Vous avez pourtant un très bon niveau de sensibilité. L'instrument SAM que j'ai parlé ici avait un ancêtre pour Viking déjà. Ils n'ont jamais détecté de carbone sous aucune forme. C'est-à-dire que ce qui se passe à la surface de Mars maintenant est tellement dur pour la matière, toute la matière moléculaire, et en particulier carbonée, c'est que ça détruit absolument tout. Donc la première chose à faire, c'est de trouver des sites, des roches essentiellement, où la matière carbonée initiale, même celle qui tombe sans avoir été modifiée, aurait été préservée des conditions interplanétaires, on va dire, du rayonnement cosmique, etc., et qu'on les trouve. Donc la première chose à faire, je nous dirais, voilà, on a au moins trouvé un site dans lequel la matière carbonée a pu être préservée depuis 4 milliards d'années, c'est trouver une roche qui a ce contenu-là. C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Et une fois qu'on aura ça, on aura, on va dire, le fond moyen à partir duquel on pense, et ça, on saura l'identifier parce que la même chose tombe sur Terre, etc. Donc on sait à quoi on peut s'attendre pour ça. La deuxième étape, ça serait de trouver dans des strates particuliers ou dans des roches particulières dont on pense qu'elles ont vécu un épisode particulier, un matériau carboné qui aurait une forme différente, si possible plus complexe encore, qui montrerait qu'à partir de ce matériau-là, quelque chose s'est passé. Par exemple, dans l'ADN, on sait bien qu'il n'y a pas que du carbone initial, il y a aussi la ligne du phosphore. Il y a un tiers quasiment de nos branches qui sont à partir de phosphore. D'où vient le phosphore qui est fondamental? Ça provient du lessivage des continents, vous savez, essentiellement. C'est parce que l'eau sur Terre évaporée passe sur les continents, ça lessive les phosphates volcaniques et ça les met dans les océans. C'est comme ça qu'on... Ça, c'est une signature particulière après, par l'enrichissement de ça, d'une activité métabolique qui peut être intéressante à mettre en évidence. Donc les instruments à bord maintenant, ils vont avoir, les instruments sur SL, ils vont avoir ce double rôle. Un, identifier du carbone moléculaire sous quelque forme que ce soit, dont on pourrait montrer qu'il est extraterrestre sans être martien. Et à partir de cette base-là, essayer de regarder s'il n'y a pas des sites particuliers, donc des roches qui auraient quelque chose en plus, qui seraient des groupements fonctionnels, qui montreraient qu'il y a une activité métabolique, si possible, une activité qui a fait grossir ça. On ne s'attend pas à voir un objet avec une membrane fossilisée, etc. Ça serait trop bon. Mais au moins ça serait très bien. Et si on trouve ça, l'étape suivante que les Américains préparent, en fait, avec la mission qu'ils veulent envoyer en 2020, c'est d'aller dans un terrain où on aurait des roches qui renferment ce carbone un peu différent, de le prélever, de le ramener sur Terre. Et alors là, sur Terre, pour le coup, après un retour d'échantillons martiens, ce qu'on prépare pour la décennie prochaine, essayer